Le 1er mars 1947. Cher monsieur et ami, mon admirable défenseur Thorvald Mikkelsen m'avait tenu au courant de votre initiative en ma faveur. Je suivais vos efforts du fond de ma cellule et je croyais bien cependant en avoir fini de ce martyre, avant d'avoir pu vous témoigner de ma gratitude. Je vis fini, je vis mort trop tôt. Je ne croyais pas pouvoir tenir plus longtemps, aussi longtemps. Heureusement et grâce à vous, au fond, je pense à votre action américaine, souveraine ici, décisive, jupitérienne. Les barreaux viennent de s'entr'ouvrir un peu. Me voici un régime un peu moins tendu, beaucoup moins tendu. Ce qui me permet de vous écrire, et ma première lettre est pour vous. Votre excellente, affectueuse, infiniment généreuse lettre résume tous mes chagrins, et me navre plus et m'humilie davantage que toute menace, torture, outrage dont j'ai été comblé depuis 3 ans. Ah, je vous assure que je suis guéri de m'occuper de ce qui ne me regarde pas, si j'en réchappe, et dans quel état. Il paraît évident que je puisse être reçu aux USA, mais avec quel passeport et quel visa? Si l'on me donne des conditions de vie ici qui me permettent de me remettre au travail, c'est déjà presque tout, c'est-à-dire un peu de paix et de sécurité. Ma femme est ici avec moi, elle fut emprisonnée aussi, la pauvre innocente martyre, puis relâchée. Même mon malheureux vieux chat Bébert que nous avons amené avec nous de Montmartre, à travers quel déluge, à travers l'Allemagne en feu, a subi aussi la prison. Vous voyez que l'anathème qui pèse sur les gens de mon espèce s'étend assez loin. Toutes mes amitiés, toute ma reconnaissance, je vous prie à Parker, à Miller, à tous vos amis qui veulent bien s'intéresser à mon sort. Il y aurait peut-être une combinaison d'être accepté médecin au Groenland, colonie danoise qui manque de médecins. Le frère de Mikkelsen est gouverneur d'une partie du Groenland. Cela me rapprocherait de vous, délivrerait le Danemark continental de ma gênante présence, bien des avantages. Mais il faudrait, je pense, une rude intervention officielle américaine et officieuse auprès du gouvernement danois pour qu'il prenne sur lui tant d'audace. Enfin, ce sont là projets de malade. Et bien affectueusement, à vous, Céline. Copenhague, le 19 mars 1947. Cher ami, il m'est arrivé bien rarement de crier « Au secours !» Mon appel ayant été entendu, rien ne saurait m'empêcher d'être reconnaissant envers ceux qui me tendent la perche. Ouf, et était temps. Mikkelsen a été admirable. Je dois aussi beaucoup, assez paradoxalement, au chef de la police de Copenhague, Eij Sidenfaden. Mais le nombre de ceux qui m'ont voulu du bien est infiniment moindre que ceux qui m'ont voulu au diable. Seulement, je ne sais quoi de providentiel a joué en ma faveur. La preuve. Une providence USA, je pense, la vôtre. Que cela ne se relâche point. Je retournerai aux abîmes. 1000 affectueuses amitiés à Parker, je vous prie, à ses amis. Il me tarde de remercier en personne M. Julien Cornell. Je le ferai très bientôt. J'ai été arraché à plusieurs manuscrits en route, dont Guignol's Band. Avez-vous lu le premier tome de Guignol's? À ce propos, je songe à me faire éditer en français, soit en Suisse, soit au Canada, soit en Belgique. Mais pourquoi pas aux USA? Paraît qu'il existe à présent une maison française d'édition. La France me boycotte, il faut bien que je m'édite quelque part. Je ne peux pas rester à crever de faim auprès de mes livres qui sont de vente facile et classiques. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Guignol's Band, pour faire plaisir et respecter les ukases d'un quarteron de ratés communisants. Aragon, Triolet, Cassou, etc. Ce serait trop bouffon. L'idiotie a ses limites. Pouvez-vous me conseiller à ce propos? Connaissez-vous quelqu'un au fait de ce problème? Mes romans me rapportaient 1 million par an jusqu'en 1944. Et à mon éditeur, le malheureux de Noël, largement le double. Je tombe de haut, vous le voyez. J'étais aussi l'auteur le plus cher de France. Ayant toujours fait de la médecine gratuite, je m'étais juré d'être l'écrivain le plus exigeant du marché. Et je l'étais. Mais ce sont bien un misérable bénéfice à côté des lions de l'édition américaine. Broutille. Hélas, actuellement, il n'est même plus question de broutille. Il me tarde aussi moralement de sortir de cette condition d'intouchable, de paria pourri. C'est pour cela que je songeais à la médecine au Groenland. Mais pour me dépêtrer, revenir en surface d'une façon ou de l'autre, il faut que les Danois me sortent tout à fait de prison. Je suis encore ce qu'on appelle chez vous, je crois, on parole. Il y a encore un cran à franchir. Ils se décideront si vous les y poussez. Un groupe d'amis français se dévoue à ma triste cause. Vous les connaissez. Marcel Aimé, Daragnès, Jean Paul. Il faudra intéresser Picasso. J'ai besoin des sympathies de l'autre bord. Un ami espagnol, Antonio Zuluaga, le fils du grand peintre, est particulièrement actif et bien placé.
Il demeure à Paris, 54 rue Colincourt, Paris 18e. Je me raccroche à toutes les branches comme un noyé. Il fait tout de même bon de pouvoir se débattre. Pendant 17 mois au fond de ce cachot, j'ai laissé tout champ libre à mes pires ennemis. Pensez s'ils s'en sont donnés. Ne croyez pas que le Groenland présente plus d'attrait pour moi que Chicago. Mais c'est un grand pas vers Chicago. Du moins je le pense très humblement. Je suis habitué à n'envisager que le côté le plus ardu des entreprises, la voie la plus douloureuse. Je me vois encore mal franchissant de fière étrave la passe de New York, doublant la Liberty sans crier gare. Nous n'en sommes pas là. Tout doux. Votre bien sincère et très affectueux, Louis-Ferdinand Céline. Le 30 mars 1947. Mon cher professeur et ami, votre dernière lettre présente un tel intérêt, et aussi à mon misérable niveau de tels intérêts, que je vais vous répondre point par point. Tout d'abord, croyez-moi infiniment touché par tant de gentillesse, d'efforts à mes soins. Et de quel talent! Tout ceci est conçu, observé, jugé avec une maestria qui ne laisse rien dans le douteux ou l'ombre. Ce que je vois par-dessus tout, c'est qu'il faut que je fasse une rentrée littéraire éclatante, ou périsse, et cette fois sans appel. J'accepte le défi. Mais il me faut le temps et la santé, 2 ou 3 années au moins devant moi. Voici mon statut actuel. Je suis sorti de prison et interné à l'hôpital civil, donc en ville, Rige Hospitalet. Ma femme peut venir me voir toute la journée, mais je ne peux sortir sans permission de la police. C'est un internement sur parole et provisoire. En principe, la justice danoise doit ou bien m'accorder prochainement, dans 1 mois ou 2, le statut de réfugié politique, c'est-à-dire libre au Danemark et de m'en aller où je veux à l'étranger, USA ou ailleurs, ou bien me livrer à la France. Mais Mikkelsen a bon espoir d'obtenir une libération. Votre action et celle de vos amis américains est primordiale. C'est elle qui décidera les Danois à agir dans le bon sens. Ils ne voient que par l'USA. J'attends la pétition américaine pour la faire circuler aussi en France. Publication. Puisque vous voulez bien pressentir à New York vous-même les éditeurs pour l'édition française et américaine, je vous en prie, rien ne peut m'agréer mieux. Nul ne peut se charger de cette délicate et périlleuse liaison mieux que vous. Ce que vous ferez sera très bien fait. Je n'ai plus aucun engagement avec personne. Mes livres sont absolument libres en français et en anglais. Tous mes livres. Les éditions de Noël ayant cessé de m'imprimer en français. Et Little Brown étant enchanté de me rendre ma liberté. Tant mieux pour Semmelweis. Il est traduit en anglais par Parker, comme vous le savez. À ce propos, quelle est l'adresse actuelle de Parker ? Il s'agit bien de Parker, mon exquis et si séduisant et humoresque traducteur Bixman, place 2. Je suis à la disposition du cinéma s'il désire ma version. Très romancée, je les en préviens. Il n'est pas impossible que Semmelweis ait été juif. Cela m'a été opposé, tant mieux. J'ai autre chose pour le cinéma si cela pouvait être fructueux. Il s'agit d'un scénario de dessin animé. Je vous le fais envoyer par ma fidèle et admirable secrétaire, mademoiselle Marie Canavaggia, 16 Square Port-Royal. Cela s'intitule « Scandale aux abysses ». Il était imprimé au moment où j'ai quitté Paris. Je le destinais au cinéma animé français. J'aime le cinéma fantastique. En principe, c'était décidé. Par Vichy. Et puis, vous savez la suite. Seulement rien de ce scénario n'est déposé en Amérique, il est déposé en France. Et les gens de cinéma sont si voleurs. Enfin, je le crois, c'est réussi. Pour mes livres, pour tout ce que j'ai écrit, je suis seul propriétaire de tous les droits de traduction, adaptation, etc. Aucun compte à rendre à personne à leur sujet. J'ai Guignols 2 à terminer et Guignols 3, et puis Féerie pour une autre fois. J'ai abandonné tant de manuscrits. Arraché, traqué, jeté sous les bombes ou en cellule. Je n'en peux plus, je n'en veux plus. Si les Danois me donnaient cette rémission dont j'ai tant besoin, j'aurais le temps, je crois, de tout finir avant d'en terminer moi-même. Mais vous savez, je suis beaucoup plus poète que prosateur. Je n'écris que pour transposer, alors il s'ensuit une fatigue extrême, qui devient intolérable dans mon état de maladie et d'angoisse. Les gens s'imaginent que je peux produire, comme les journalistes, au fil de l'inspiration. Je ne suis qu'un pauvre homme, pas un demi-dieu. Je vis dans l'insomnie et la migraine, et j'ai 54 ans. Et je travaille très vite pourtant. Pas assez vite pour le train du monde. L'essentiel est la décision de la justice danoise, et puis ensuite, parvenu à une espèce de liberté, à une condition tolérable, livrer ma dernière bataille. Refaire des débuts pour un public, cette fois infiniment hostile, mais ceci n'est pas grave.
connais la musique du fond des choses. Je saurais s'il le fallait faire danser les alligators sur la flûte de Pan. Seulement il faut le temps de tailler la flûte, et la force pour souffler. Souvent, la flûte si légère qu'elle soit me tombe des doigts. Écrivez-moi, cher ami, et soyez assuré de toute ma reconnaissance et mon affection. Louis-Ferdinand Céline. Copenhague, le 16 avril 1947. Cher ami, votre très longue et très intéressante lettre m'est tout de même parvenue, même sans adresse complète. Les postes danoises sont donc astucieuses, seulement ce n'est pas à recommencer, ce serait tenter le diable. Vite, je m'empresse de répondre à vos questions. Le pauvre Fernandez est mort pendant l'occupation en 1943. Il aurait certainement eu des ennuis, le malheureux. Il fréquentait beaucoup les Allemands pour des raisons philosophiques, d'ailleurs, je l'aimais bien. C'était un philosophe musclé. Il buvait énormément ces dernières années. La question d'antisémitisme n'a plus aucun sens. C'est devenu une imbécile querelle de famille sans issue. Il y a autant de juifs au pouvoir à New York qu'à Moscou. Tout cela est neutralisé. Les nazis eux-mêmes n'ont jamais sérieusement songé au racisme. Ils s'en servaient comme d'un appât électoral pour allier quelques illuminés de mon genre. Cela faisait quelques voix de plus. Leur racisme n'a jamais été plus loin que la trappe gogo. Ils n'y ont jamais songé sérieusement. D'ailleurs, ils ne le pouvaient pas. Leur personnel philosophique et administratif était d'une accablante médiocrité. De pauvres balourds pourceaux ronds de cuir, promus tout à coup à la classe mondiale, qui n'y comprenaient rien du tout. Derrière Hitler, il n'y avait rien, ou presque rien. Je parle au point de vue spirituel. Une horde de petits bourgeois pourceaux cupides à la curée. De parfaitement méprisables petits profiteurs, rien de plus. On me fait bien rigoler lorsqu'on me parle de la domination du monde par les nazis. Avec qui? Avec quoi? Personne en Allemagne ne savait ce qu'était le national-socialisme. Je n'ai jamais pu trouver personne pour m'expliquer ce qu'il voulait. Ils n'en savaient rien. Je n'ai jamais trouvé que des pan-germanistes classiques. Pendant 5 ans en France, ils n'ont pas fait 1 centimètre de national-socialisme. Ils avaient les nationaux socialistes français en horreur. Que de légendes. Nous en reparlerons un jour, j'espère. Tout est à raconter. Sous la botte allemande, jamais le théâtre français n'a été si luxuriant. Ils avaient le fétichisme de la culture française. Claudel, Cocteau, Mauriac, Colette, et tous les autres ont été littéralement choyés par les nazis. Ils ne s'en vantent pas. On dirait que toute la France a été à Buchenwald. Quel cabotinage, quelle farce. Ils adoraient Giraudoux. Ils pleuraient le jour de sa mort. Les Allemands sont des larbins, ils ne respectent que ce qui les fouette. Voilà la vérité. Leur rêve, c'était Poincaré et Clémenceau. Ici, le petit journal communiste Landvolk a entrepris une campagne pour me faire sortir de l'hôpital et retourner en prison. Nous verrons ce qui arrivera. Mikkelsen est assez tranquille, mais je suis l'animal à persécuter, c'est entendu. N'importe quelle pierre, quelle brique, quelle ordure est bonne. On me jette n'importe quoi. L'humanité est fastidieuse de haine. Elle rabâche sa méchanceté. Certes, l'Amérique serait pour moi l'idéal. L'Europe est vraiment trop abruterie. Le fait que vous me trouviez styliste me fait plaisir. Je suis cela avant tout. Point penseur, nom de Dieu, ni grand écrivain, mais styliste, je crois l'être. Mon grand-père était professeur de rhétorique au Havre. Je tiens de lui sans doute cette adresse dans le rendu émotif. Un mitron de mots, comme disent mes ennemis. Je suis bien l'émotion avec les mots et je ne lui laisse pas le temps de s'habiller en phrases. Je la saisis toute crue, ou plutôt toute poétique, car le fond de l'homme malgré tout est poésie, le raisonnement est appris, comme il apprend à parler. Le bébé chante, le cheval galope, le trot est d'école. Encore est-ce un truc pour faire passer le langage parlé en écrit. Le truc, c'est moi qui l'ai trouvé, personne autre. C'est l'impressionnisme en somme, faire passer le langage parlé en littérature. Ce n'est pas la sténographie. Il faut imprimer aux phrases, aux périodes, une certaine déformation, un artifice, tel que lorsque vous lisez le livre, il semble que l'on vous parle à l'oreille. Cela s'obtient par une transposition de chaque mot, qui n'est jamais tout à fait celui qu'on attend, une menue surprise. Il se passe qui aurait eu lieu pour un bâton plongé dans l'eau pour qu'il vous apparaisse droit. Il faut, avant de le plonger dans l'eau, que vous le cassiez légèrement, si j'ose dire, que vous le tordiez préalablement. Un bâton correctement droit, au contraire, plongé dans l'eau, apparaît tordu au regard. De même du langage. Le dialogue le plus vif sténographié semble sur la page plat, compliqué et lourd.
Pour rendre sur la page l'effet de la vie, parler spontané, il faut tordre la langue en tout rythme, cadence, mots, et c'est une sorte de poésie qui donne le meilleur sortilège, l'impression, l'envoûtement, le dynamisme. Et puis il faut aussi choisir son sujet, tout n'est pas transposable, il faut des sujets à vif, d'où les terribles risques. Je vous livre tous les secrets. Bien affectueusement, Louis-Ferdinand Céline.